Moi qui dialogue la présidente de la FELI qui s'est amenée et qui fait le guide de cadre. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être présents à cette sixième et avant-dernière journée du cycle de formation, donc cycle de formation en patrimoine industriel que la direction de la formation au métier du patrimoine de l'Agence wallonne du patrimoine a mis sur pied pour plusieurs raisons. D'abord parce que la direction de la formation s'est investie elle-même de la mission de former les autres agents de la WAP, en plus des missions vis-à-vis de l'extérieur d'une part, et d'autre part, cela bénéficiait d'une conjoncture particulièrement favorable puisque la ministre du Patrimoine avait mis dans ses priorités la valorisation du patrimoine industriel. Voilà pour le cadre institutionnel général. Donc ce cycle, en fait, revient au final à concilier, bien sûr, le patrimoine avec sa réhabilitation, mais aussi, finalement, à réconcilier les citoyens avec leur propre patrimoine industriel qui est, on peut le constater, encore fort méconnu ou parfois mal connu et mal valorisé, en raison d'un courant je dirais, dystopique que nous connaissons déjà depuis la fin du XVIIIe siècle, quelque part, et aussi par une attention qui a été fortement portée vers plutôt l'aspect esthétique ou religieux des bâtiments à sauvegarder. La technologie étant toujours d'ailleurs, comme vous le savez, dans l'enseignement, pas encore revenu à un niveau souhaité pour affronter les défis du futur. Ce cycle donc a été conçu à partir d'une petite équipe avec l'Université de Mons et Jérémy Sancy, avec Icomos et Docomomo et Jean-Marc Bazin,
avec la coordination de Michel Prouveau, qui est le coordinateur général de ces différentes journées. À ce processus général de conception de la formation, nous avons commencé par une vision macro avec les paysages, avec les master plans, et nous avons développé cela évidemment dans tous les différents aspects du patrimoine, que ce soit le patrimoine physique, c'est-à-dire les bâtiments. On a commencé par les bâtiments, on s'est étendu ensuite au mobilier, petit ou grand, et également au patrimoine immatériel, au processus, aux communautés patrimoniales, où nous avons d'ailleurs dédié une journée entière à ce thème. Sur le chemin faisant, nous avons aussi veillé, bien sûr, à intégrer des exemples et des contributions de collègues étrangers et également flamands, puisque la Flandre a un passé industriel aussi prestigieux que le nôtre ici en Wallonie ou que dans d'autres régions limitrophes. Voilà, donc je vais passer la parole à Jean-Louis Delatte, voilà, qui nous a rejoints et qui a bien voulu embarquer son association Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles dans la conception et la poursuite de ce cycle, ainsi que Michel Cotte, qui est expert français du patrimoine mondial. Merci. À toi. Voilà, comme Ariane vient de le préciser, c'est avec grand intérêt que nous avons intégré le groupe porteur de ces journées d'études, donc notamment celle du 8 février, qui était plus une journée des associations, à laquelle Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles a participé avec Michel à la composition de la liste des orateurs qui sont venus, plus de 15 interventions le 8 février. Et j'aimerais rebondir sur les conclusions de cette journée, puisque nous avons évoqué la possibilité de rédiger un mémorandum concernant la sauvegarde et la valorisation du patrimoine industriel vers les partis politiques, dans le cadre, bien entendu, des prochaines élections générales du 9 juin. Alors, vous avez reçu, en tout cas ceux qui participaient à la journée du 8 février, un mail vous invitant à une assemblée plénière qui aura lieu le 10 avril au Bois du Casier. Sur les 90 personnes présentes le 8 février, 30 ont marqué par retour de mail leur intérêt. Donc c'est vraiment, je vais dire, important pour nous d'établir de cette façon un mouvement en faveur de ce mémorandum. Ceux qui ne peuvent pas y participer à cette journée du 10 avril, donc tout le monde va recevoir fin de la semaine prochaine, promis. Nous sommes cette semaine-ci en train de boucler notre dossier de demande de renouvellement de PIWB comme opérateur d'appui muséal auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais donc, promis, fin de la semaine prochaine, vous recevrez le texte à casser de ce mémorandum. Quelques jours, le 9 avril, au plus tard, vos remarques, sauf si vous avez l'occasion, la liberté d'être présent le 10 avril après-midi à Marcinelle. Et dans les jours qui suivront la plénière du 10 avril, le texte presque finalisé vous sera renvoyé. Et donc, nous espérons boucler le mémorandum pour fin avril, début mai
tout dernier délai afin de pouvoir l'envoyer et avoir des réponses et que les partis politiques puissent se prononcer et que nous puissions enregistrer ces réponses. Si certains n'étaient pas présents le 8 février et qu'ils sont néanmoins intéressés de participer à la rédaction de ce mémorandum, notre adresse mail info@patrimoineindustriel.be. Alors simplement pour la suite des 3 journées, dont celle-ci des 3 journées, des 2 journées, puisque celle-ci est l'avant-dernière, celle du mois de septembre, nous avons contacté Adriaan Linters. Adriaan Linters, âgé de 73 ans, était l'un des 3 commissaire de l'exposition Le règne de la machine, présentée au Crédit communal de Belgique en 1975, il y a 50 ans ou presque. Les 3 commissaires étaient Jean-Marie Duvoskel, malheureusement décédé récemment, Marinette Breuwier, âgée de 102 ans, et Adriaan Linters, qui sera donc présent parmi nous pour, à la lumière de ses 50 années d'expérience du patrimoine industriel en Flandre, avec la Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie en Belgique et aussi en Europe, puisque Adriaan a été fondateur et président de l'IFET, qui est une association de défense du patrimoine industriel, d'association de volontaires, donc d'association autonome des pouvoirs publics. Il me reste à remercier Michel Provost pour tout le travail accompli. Le nombre d'heures de travail, de coups de fil, d'envoi de mails, de coordination du programme et des intervenants de ces 7 journées, ce n'est pas du tout évident, et donc j'aimerais que vous le félicitiez par vos applaudissements pour le travail accompli. Merci beaucoup Jean-Louis pour ces gentilles paroles. Donc, comme vous le voyez, comme il était dit, donc l'organisation est à 3 composantes. Donc la FABI, Fédération des ingénieurs, la région wallonne avec la WAP et Ariane Fratco, donc et le PIWB avec Jean-Louis qui vient de prendre la parole. Alors je vais dire, la présidente de la FABI souhaitait être là ce matin, elle n'a pas pu. Elle m'a demandé de dire un petit mot que je vais vous lire, et puis après je vous ferai la petite synthèse des journées et du passé et futur. Donc pour rappel si besoin, la FABI, qui est la Fédération des associations d'écoles d'ingénieurs de la partie francophone de Belgique, est ravie de mettre en œuvre ce cycle de journées en collaboration étroite avec PIWB et la WAP, qui assure tout le soutien logistique. La FABI se réjouit de cette belle collaboration avec la WAP qui dure déjà depuis une quinzaine d'années. La FABI se veut être le porte-parole pour la profession auprès des instances académiques, économiques et politiques du pays. Et elle a mené récemment une réflexion stratégique qui a défini sa mission principale, à savoir faire connaître et promouvoir les métiers de l'ingénieur. Cela est indispensable dans cette période de pénurie, comme l'a dit Ariane, de pénurie dans ces professions et de manque d'attrait pour ces études. Pour cela, la FABI s'attache à faire connaître la diversité des métiers de l'ingénieur et d'en restaurer l'image auprès du grand public, et plus particulièrement des jeunes et de leurs parents et de leurs enseignants, en mettant en lumière leur rôle dans la construction de la société de demain et dans les défis que représentent les transitions que nous traversons. Et Anne Fievé, présidente de la FABI, après ces quelques mots, nous souhaite une excellente journée d'études. Voilà. Alors, si je fais un rapide survol de ce que nous avons fait depuis... Donc ça, c'est l'ensemble du cycle avec les différents les intervenants principaux, et l'UMONS et ICOMOS, et puis l'Université de Liège aussi qui nous soutient, de même que Wallonie, Bruxelles International, on verra tout de suite.
Donc, on est à la 6e de cette journée. On a commencé par le patrimoine industriel immobilier, avec des exemples tant belges que étrangers. Donc là, à gauche, Tour et Taxi, Fifcaille à Lille, Louvain et aussi les grands ateliers à Arles. Je n'ai pas mis tous les exemples que nous avons. Il y a eu également 3 visites, une visite à Bruxelles, une visite à Lille, une visite à Leuven. Alors, après avoir consacré 3 journées aux enveloppes, on a consacré une journée à l'échelle du paysage plutôt micro, comme des paysages de carrière, et macro, comme les paysages de la sidérurgie à Liège et Charleroi. Alors, on a, Jean-Louis en a parlé, on a fait cette journée des associations de défense du patrimoine le 8 février, qui aura un futur au travers de ce mémorandum et pourquoi pas au travers d'une autre journée dans une année. Et aujourd'hui, avec l'appui de l'Université de Liège et de Wallonie-Bruxelles International pour les conférenciers étrangers, on va passer à la... du patrimoine immobilier, on rentre dans le patrimoine mobilier, et après, nous, comme on va le voir, on va passer du mobilier à l'immatériel de manière à traiter la chaîne continue, puisque le patrimoine mobilier et immatériel est plus, entre guillemets, du patrimoine industriel que l'enveloppe, qui est plutôt peut-être du patrimoine architectural ou d'ingénierie. Alors, la 7e journée, comme on a dans notre comité scientifique, on a Michel Cotte, qui a une grande expérience de toute la problématique du patrimoine industriel. Là, on a eu dans la dernière journée, outre le fait qu'on va ajouter encore 2 musées, Trimbold et le musée de l'industrie de Gand, on va faire parler des entreprises, des industries qui sont soucieuses de leur patrimoine et qui le mettent en valeur en interne à des fins muséales ou à des fins de recherche et développement. Et donc, il y a un exemple majeur qui nous a été amené par Michel Cotte et Catherine Coinca, tous 2 orateurs d'aujourd'hui, le cas de Michelin, et puis des cas l'AFN, D'Ieteren et John Cockerill Bell en Belgique. Et puis, on va glisser vers le patrimoine immatériel, où on va parler de brevets et de maîtres d'art. Donc, vous avez à l'entrée les grandes lignes du programme du 26 septembre, et le détail, exposé par exposé, vous sera transmis vers la fin avril, début mai, parce qu'on est encore en discussion avec certains orateurs. Mais vous avez déjà, en tout cas, le contenu est dans le petit fascicule, et vous pouvez déjà vous inscrire à la journée. Et de toute façon, le programme détaillé sera transmis aux participants d'aujourd'hui et aux participants de la totalité des journées. Alors après, nous avons prévu un peu de travail pour les différents orateurs, et nous allons faire un livre dans la collection Études et documents de la WAP, que nous avons intitulé titre provisoire. On a voulu en tout cas mettre les différents mots-clés, patrimoine industriel en tout cas, immobilier, mobilier immatériel, sauvetage et valorisation. Et on a trouvé intéressant de mettre panorama, c'est pas état des lieux, mais puisque ça s'étale vraiment sur 2 années et qu'on fait parler un peu tous les aspects. Et il est important que dans le titre apparaisse la période de synthèse. Il y aura en tout 80 contributions qui sont grosso modo les 80 prises de parole, qui sont classées un peu différemment, plutôt par thème que par journée. C'est prévu, mais ça dépendra aussi du respect des échéances par les orateurs. C'est tous normalement, c'est prévu pour l'été 2025. Et c'est pour ça que je vais tout ça, on va faire ça par mail pour être bien clair. On va demander aux orateurs passés d'aujourd'hui, pour lesquels je leur enverrai toutes les prescriptions, de nous envoyer leurs contributions pour la fin du mois
d'où début du mois de septembre. Et puis on demandera pour les orateurs du 26 septembre pour la fin de l'année, ce qui permettra de finaliser dans les quelques mois qui suivent. Alors, avant de passer à la journée d'aujourd'hui, je voudrais donc, nous avons eu une journée d'études en 2021 sur l'essai à grande verrière et châssis métallique qui était un peu bousculé par le Covid, qui était prévu en 2020, qui a été déplacé, etc. Et puis, nous en avons aussi avec la WAP, dans une autre collection, fait un ouvrage de synthèse. Et donc, il y a aussi eu quelques difficultés organisationnelles, mais qui finalement est sorti et qui sera mis en vente à partir d'aujourd'hui au prix de 30 € dans le hall d'accueil, si ça vous intéresse, tout à l'heure, dès la pause de 10 heures. Alors, nous allons passer, donc ça vous avez le document peut-être sous les yeux, et je vais directement passer la parole à Michel Cotte, que vous connaissez déjà, c'est la 3e fois qu'il intervient, il interviendra encore dans la prochaine séance. Donc, il nous vient de l'université de Nantes, qui est historien des techniques, ancien conseiller ICOMOS pour le patrimoine mondial, et qui va nous parler du patrimoine machinique. Je vous le dis aussi, quelles problématiques et quels enjeux. Mon cher Michel, je te donne la parole. Alors... Alors... Ici, je suis F5. Et voilà. S'il te plaît. Donc là. D'accord. Faire passer. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci aussi aux organisateurs pour avoir rajouté ces journées d'études qui ne faisaient pas partie du programme initial et qui sont venues un petit peu de nos réflexions sur les premières journées, sur le patrimoine essentiellement architectural et immobilier, foncier de l'industrie, qui est bien entendu un angle extrêmement important. Mais l'idée qui a présidé peut-être à ce rajout, c'était de dire il y a autre chose. Il n'y a pas que ce patrimoine-là. Bien sûr, il est là, il est premier. Souvent, ce qui reste après une fermeture d'activité industrielle, ce sont les locaux, et toujours le foncier également. Donc, c'est effectivement un point de départ très important de se préoccuper de cette architecture et de ces lieux, de leur urbanisation ou de leur insertion dans l'urbanisation d'une région, d'un lieu, d'une ville, voire d'une campagne. Mais il faut se rapprocher du point de vue des industriels eux-mêmes. Si nous parlons de patrimoine industriel, ce terme a aussi un sens. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Le principe, c'est celui là. C'est ça, c'est celui-là. D'accord. OK. Voilà. Alors. Et en cas de coup dur, tu peux même faire ça. Oh, je vais trop loin. Voilà. Et on peut repasser sur diaporama. Peut-être. Attends. Donc, je vais faire F5, bing. Voilà. Voilà. Alors. Et alors, là, c'est le pointeur. Et ça, là, hop. Voilà. Voilà, se préoccuper de cette architecture, point de départ. Et bon, mes références sont souvent ceux du patrimoine mondial, comme Michel Provost l'a rappelé, par les fonctions qu'il a occupées à ICOMOS. Alors, par exemple, bien sûr, des lieux comme l'usine Fagus à Alfeld, en Allemagne, dont on a parlé, sont des lieux tout à fait emblématiques, à la fois de l'histoire de l'architecture et de l'histoire industrielle.
Voilà, des noms comme Gropius, Adolf Meyer, évidemment, sont très connus dans l'histoire de l'architecture. Mais il faut, je dirais, surtout si on veut se rapprocher de ce point de vue de l'industriel, élargir la focale. Le but d'un industriel, c'est pas de faire de l'architecture pour de l'architecture, c'est de faire de l'architecture pour accueillir une activité, pour accueillir des personnels, pour accueillir des idées, de l'innovation, du développement. Donc, replacer cette architecture dans ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le titre du livre collectif dirigé par Nora en France il y a quelques années, les lieux de mémoire. Comment se situent les lieux de mémoire de l'industrie? L'architecture étant un lieu de mémoire, bien entendu. Alors, vous l'avez vu à travers une journée qui était spécialement dédiée à cela. On peut élargir l'échelle et passer à la notion de mémoire paysagère. Alors, on a vu de très belles photos sur les sites industriels de chez nous. Vu à l'échelle du patrimoine mondial, c'est assez intéressant parce qu'on voit, par exemple, apparaître des sujets qui, a priori, au niveau des paysages, ne retiendraient pas forcément notre attention d'occidentaux. On est un petit peu fasciné par une aciérie, par ces technologies qui deviennent elles-mêmes des monuments et qui, par là, rejoignent l'histoire de l'architecture. C'est un paysage d'abattoirs industriels. Vous savez, ces viandes d'Amérique du Sud qui, par les procédés d'aseptisation, pouvaient être mises en boîte, voyager, puis ensuite devenir des produits surgelés. Voilà. Eh bien, un paysage comme cela existe. Alors, c'est assez intéressant parce que la dimension paysagère réintroduit l'environnement dans le patrimoine industriel et la relation à l'environnement. Alors ici, elle est assez explicite. On voit un environnement carrément rural. Alors vous allez me dire, par rapport à une usine d'abattoir et de production de viande directement sur la rivière pour les bateaux, c'est tout à fait normal. Oui, sauf qu'il n'y a plus les bêtes. Voilà, hein, donc les animaux. Donc on les accueillait, tous ces prés qui sont autour, en fait, étaient le stock de viande vivant. Et ils ressortaient sous forme de boîtes qu'on mettait dans les bateaux. Hein, voilà. Donc la notion de process. Est-ce que, par exemple, un paysage industriel permet de lire un procédé? C'est une des questions qu'on essaie de se poser. Hein. Lieu de mémoire, oui, et quelle mémoire? Donc, bien sûr, l'environnement et le processus industriel. Décidément, il faut que je vais trop... Voilà, c'est bien. Alors, parfois, dans les présentations que nous avons eues, des restaurations, des réflexions, les architectes, notamment, appréciaient beaucoup l'architecture industrielle par les volumes qu'elle proposait, par les dimensions, par le vide, si j'ose dire. Hein, le vide laissé par l'industrie était la matière noble de la réflexion architecturale. Oui, mais n'oublions pas que ce fut un lieu occupé par un processus technique ou industriel, un processus machinique. Donc, si on veut parler de ces lieux de mémoire de l'industrie, eh bien, évidemment, il faut, d'une manière ou d'une autre, se souvenir, conserver, restituer, recréer, peut-être virtuellement, les machines et les processus technologiques. Nous sommes là dans une station de pompage qui est inscrite au patrimoine mondial et qui est aux Pays-Bas, où nous avons à droite les chaudières et à gauche à la fois la machine à vapeur et derrière les pompes. Donc voilà, il y a des machines et il y a un processus, toutes ces machines sont liées entre elles dans un but précis qui était de pomper l'eau du coup de la Frise, de la région de Frise, pour la rejeter en cas d'inondation. Ah, décidément, je suis d'une maladresse complète. Mais non.
Hop, attends, je vais te remettre. Je vais passer par le... Voilà. Oui, donc, si tu Je vais passer par là, ça me sera la flèche, plus simple. Voilà. La flèche de droite. Voilà, alors des lieux occupés, hein, ne l'oublions pas. Si on ne se préoccupe que de l'architecture, on peut oublier ces lieux occupés et ô combien occupés. Voilà une carte postale, mais je suis sûr qu'il en existe beaucoup. C'est les usines du Creusot-Loire en Bourgogne, par un processus industriel et un processus social également. Hein. Donc les lieux de mémoire, c'est bien sûr tout ce qui est à l'intérieur de ces bâtiments. Alors, au-delà, il y a un autre lieu de mémoire qui est celui de la relation de l'homme à la machine. Et je crois que un aspect historique, bien entendu, Chaplin, bon, tout le monde connaît ça, c'est un clin d'œil, mais ça résume bien à la fois une question et, je dirais, une attitude sociale. C'est-à-dire que l'homme, bien entendu, réagit, se cultive, se forme, gagne sa vie, parfois est mutilé par la machine. Et cette relation à la machine, alors mécanique ici, est quelque chose d'assez important, d'assez inquiétant, mais aussi a une dimension patrimoniale. Sur la photo de gauche, c'est Greenfield Village aux États-Unis, dans la région de Detroit, qui a été créé par Henry Ford. Alors, c'est un parc d'attractions. Vous allez me dire, bah oui, bah aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui, mais sur le thème de l'industrie, et surtout, c'est probablement, à ma connaissance, le premier, c'est-à-dire qu'il a été créé avant la Seconde Guerre mondiale, où Ford voulait non seulement restituer l'histoire de son industrie de production de véhicules, de voitures. On voit la fameuse Ford T, première voiture produite à l'échelle de plusieurs millions, mais également des laboratoires, des ateliers d'inventeurs, d'innovateurs américains. Donc ce Greenfield Village est à la fois complètement artificiel et en même temps un témoignage assez étonnant de ce qu'a été l'activité créative, technique, industrielle aux États-Unis, en gros, au début du XXe siècle. Voilà, donc un lieu de mémoire qui est porteur d'humanité et d'une mémoire sociale. On a eu les associations, la journée sur les associations, mais il ne faut pas, on le sait tous bien sûr, mais il faut pas oublier la force de la mémoire sociale liée à l'industrie et comment elle a modelé nos sociétés modernes, Marx, Le Capital, etc., bien entendu, Zola pour les francophones, Germinal, etc. Donc ce rapport de technique, matériel, humain, vivrier, il faut gagner sa vie, etc., est aussi devenu une idéologie ou des idéologies, des valeurs symboliques, des références qui n'existaient pas avant et qui ont profondément changé la société. Donc parler de lieux de mémoire, bien sûr, l'architecture, bien sûr les paysages, bien sûr les machines, bien sûr les procédés techniques, mais aussi une histoire sociale. Très, très importante, majeure. Voilà. Alors après, ces lieux multiples qui montrent la complexité du sujet, à la fois sa richesse, mais aussi sa complexité. C'est-à-dire que pour vraiment, je crois, rentrer dans un sujet de patrimoine industriel, il faut garder un esprit assez ouvert, forcément aller dans des lieux de connaissance, de mémoire que l'on ne maîtrise pas forcément, parce que chacun vient d'un domaine disciplinaire précis, et il faut aller forcément se confronter à d'autres. On ne peut avoir cette vision du patrimoine industriel que dans une approche élargie. Alors maintenant, une deuxième idée, c'est de dire que, bien sûr, c'est un champ élargi, pluriel, qui touche à des domaines extrêmement différents, de l'histoire sociale à l'histoire de l'architecture, de l'histoire des techniques à l'histoire industrielle au sens de l'histoire des sociétés, mais c'est aussi un changement de paradigme patrimonial. C'est-à-dire que si on compare maintenant aux approches classiques des patrimoines religieux, esthétiques, artistiques, on est sur d'autres données. On est sur d'autres données. Alors, le premier changement est un changement d'échelle, parce que passer de l'immobilier au mobilier, c'est en fait changer d'échelle. C'est venir à l'échelle des objets, à l'échelle
des éléments à l'intérieur du bâti. On vient voir d'une façon plus précise. Alors, je mets à gauche quelque chose qui est en lui-même relativement simple, mais qui est un point de repère dans l'histoire des techniques. C'est le tour de Maudslay, qui est, au fond, la première machine-outil qui est créée en Grande-Bretagne dans ces prémices de la révolution industrielle britannique qui interviennent autour de 1800. Voilà, si j'ose dire, un bout de ce changement d'échelle. On est sur une machine à l'échelle de l'homme, relation homme-machine. Voilà, on est dans quelque chose d'un petit peu nouveau, en tout cas si on est parti de l'architecture et du paysage comme on l'a fait chez nous. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans ce changement d'échelle. En fait, on ouvre une sorte de boîte de Pandore qui n'existe pas dans les autres, ou beaucoup moins dans les autres patrimoines, qui est celui de la fuite vers l'infiniment petit, si j'ose dire, d'une certaine façon. Parce qu'on est dans la technologie, et la technologie... Alors, bon, la mécanique de 1800, la première machine-outil à l'échelle de l'ouvrier mécanicien, du premier ouvrier mécanicien qui est Maudslay, ça reste visuellement, manuellement perceptible, mais on est aujourd'hui, je vous fais un raccourci total, dans les microprocesseurs, et l'un des enjeux décisifs des microprocesseurs, notamment avec TSMC à Taïwan, qui est la force de Taïwan, qui est, si j'ose dire, l'arme nucléaire de Taïwan, c'est sa maîtrise des microprocesseurs à très 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 petite échelle. Alors, on est dans un processus qui est un processus à la fois technologique, industriel, etc. On parle de nanomètres. Et le progrès, c'est passer de 3 nanomètres fin 22 à 2 nanomètres d'ici 2024, d'ici aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que quand on passe de l'immobilier au mobilier, dans le patrimoine industriel, il y a bien un changement d'échelle et qui peut aller extrêmement loin et qui peut nous insécuriser d'une certaine manière. On parle de quoi? Moi, je suis venu là pour entendre parler de la restauration des bâtiments et vous me parlez des nanomètres. Ben oui, mais bon, l'industriel, lui, c'est les nanomètres qui l'intéressent. Et Taïwan, c'est complètement décisif, TSMC, pour Taïwan, pour l'avenir de Taïwan. Alors, changement d'échelle, de temps. On parlait de l'échelle dimension, de l'échelle spatiale, mais l'échelle temporelle aussi. Ne nous arrêtons pas à une industrie, à un héritage industriel qui est en réalité celui, allez, en gros, de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Voilà, il y a peut-être une ambiguïté dans le terme industrie. Est-ce que ça désigne une époque ? Ou est-ce que ça désigne un processus de l'humanité en elle-même? Le processus de l'humanité en elle-même, ça serait produire quantitativement des objets. Voilà. Alors que le siècle de l'industrie, c'est bien sûr le siècle de la révolution industrielle, le 19e, etc., avec son machinisme. Enfin, on est au cœur de ça quand on est en Wallonie, bien sûr. Alors, si on ouvre cette perspective du temps, si on interroge ce terme industrie sur ce qu'il signifie véritablement, produire en quantité des objets, vous savez ce que c'est en Belgique. Spienne, les minières de silex de Spienne ont fonctionné, je crois, au néolithique, pendant au moins un millénaire, en produisant des quantités absolument incroyables de silex. Alors vous allez me dire, il n'y a pas un silex qui ressemble à l'autre. Oui, mais quand même, c'est toujours le même processus, c'est toujours le même but, le même objet. Voilà. Donc le temps aussi peut s'ouvrir d'une façon assez fantastique. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est de l'industrie ou pas? Je laisse le débat ouvert, mais probablement oui, quelque part. En tout cas, c'est de la technique. Ça, c'est sûr. Alors, même chose, alors là, vous allez me dire, ça, gestion de l'eau, ça, c'est pas vraiment industriel. Oui, mais on est bien dans des processus techniques. Alors, sont-ils industrialisés ou pas? On peut presque se poser la question. Alors, je vous présente quelque chose, alors, beaucoup plus loin. Alors, chaque fois, oui, c'est patrimoine mondial, le Spienne, vous le savez, bien entendu, chez vous. Mais, alors, ça, c'est un projet saoudien. C'est pas encore inscrit à l'UNESCO. Je ne sais pas où ça en est exactement, mais on trouve des choses assez incroyables au cœur du désert d'Arabie. On trouve des bassins
d'eau. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne sont pas sur des routes caravanières commerciales. Ils sont sur la route du pèlerinage de la Mecque. Et vous en avez un tous les 20 kilomètres. Et on vient de redécouvrir ça. Et certains sont encore en usage. Ils ont été construits par les Abbassides. C'est-à-dire, c'est le 9e siècle, le 10e siècle. Ça fonctionne depuis un millénaire. Voilà. Alors, l'échelle du temps s'ouvre quand on veut réfléchir à ce que sont véritablement ces patrimoines techniques et industriels. Alors, dans le rapport au temps, n'oublions pas, et c'est une sorte de clin d'œil assez incroyable, je trouve, que l'une des premières machines, en tout cas dans le monde occidental, dont nous ayons témoignage archéologique, c'est la machine denticitaire qui vient de la Grèce antique. Alors, il faut passer par la restitution numérique pour voir vraiment à quoi ça ressemble, parce que l'objet qui était en laiton, très, très abîmé, très oxydé, salinisé d'une certaine manière, mais c'est une horloge astronomique très sophistiquée qui montre la capacité des mécaniciens grecs. Et qui, voilà. Et alors là, bien sûr, c'est pas l'enveloppe, la boîte qui est intéressante, qui n'existe quasiment plus, mais c'est bien le processus technique en lui-même qui est intéressant et qui donne toute cette valeur à cet objet. Alors, dans cette question du rapport au temps qu'introduit le patrimoine industriel, le patrimoine technique et industriel, je dirais, il faut voir que, et ça, c'est déstabilisant quand on a une pensée patrimoniale classique, je dirais, c'est la valeur du changement. C'est-à-dire que dans ce patrimoine, le changement est une valeur en soi, un objectif, et on agit pour innover, pour trouver une meilleure solution technique, plus performante, plus efficace, moins consommatrice d'énergie, etc. On est tout le temps là-dedans, même si on critique encore aujourd'hui une société qui critique la technique par rapport à son impact sur les changements climatiques. Oui, mais on sait très bien que quelque part, c'est la technique qui sauvera les effets de la technique. C'est-à-dire soit on est capable de dépasser ces problèmes-là par des solutions nouvelles, par du changement, par de l'innovation, ou ça ira pas très bien dans quelques années, quoi. Peut-être même déjà tout de suite aujourd'hui. Alors voilà, juste un exemple, un flash si vous voulez. Alors parce qu'on dit l'histoire s'accélère. Oui et non. Oui et non. Enfin, dès qu'on fait de la technique, ça court vite. Ma relation au temps. Je vais rapidement aborder le troisième point. Voilà, en trois clichés, en 3 ans, vous avez une évolution considérable de la notion de machine à vapeur locomotive. Bon, ça pollue, on passe à la suite. Alors, un autre type de changement, c'est le rapport à ce qu'on pourrait appeler la propriété intellectuelle et la notion de brevet. Alors, on va en reparler, c'est dans nos journées, mais on voit apparaître là, pour l'industriel en particulier, lui, le cœur de son patrimoine, vous allez le voir, vous allez dire, c'est quoi votre patrimoine? Oui, mes locaux, mes usines, d'accord, ok, mon foncier, ok, mais c'est surtout mon portefeuille de brevets. Ce que je suis capable de faire et que les autres ne font pas. Alors, on voit la notion de révolution industrielle dans la courbe des brevets britanniques autour de cette fin du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, qui marque vraiment le lancement de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Alors, juste un commentaire, c'est que bien sûr, le patrimoine classique a des références scientifiques qui sont l'histoire de l'architecture d'un côté, l'histoire de l'art de l'autre. Mais si on veut faire du patrimoine industriel, y compris ce patrimoine des processus, des idées, des techniques, eh bien, la référence n'est pas la même. La référence devient l'histoire des sciences et des techniques. Et il faut prendre cela en compte. Alors vous allez me dire, ah ben oui, mais moi, c'est pas mon domaine. Mais ça rejoint cette notion de pluridisciplinarité dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on soit capable, alors on ne sait pas tout faire soi-même, heureusement, si j'ose dire, mais d'aller voir les autres, de travailler avec d'autres personnes. Et on ne peut pas
à mon point de vue, valablement faire du patrimoine industriel sans une référence à l'histoire des sciences et des techniques dans ce domaine. Voilà. Alors, bon, pour illustrer ça, le musée des arts et métiers présente par exemple le laboratoire de Lavoisier, qui est à la fois un ensemble instrumental et une série de technologies liées à l'histoire de la chimie. Je passe, vous connaissez tout ça. Alors, considérer le processus aussi du point de vue patrimonial, cette dynamique du temps, rapport au temps, mais aussi ce rapport homme-machine qui passe par des savoirs, des savoir-faire. On en parlera, je pense, surtout au mois de septembre. Voilà, cette maison de l'outil de la pensée ouvrière à Troyes est assez intéressante parce qu'elle présente des collections comme ça, presque surréalistes, je dirais, mais avec cette idée derrière qu'un outil qui n'est pas animé par l'homme perd une très grande partie de son sens. Voilà, donc c'est quoi la transmission du savoir-faire, du savoir immatériel? C'est des enjeux assez redoutables d'ailleurs. Hein. Vous allez me dire, moi j'utilise plus de hache comme ça, je fais pas ça, j'ai une tronçonneuse. Oui, oui, l'innovation, ok. Mais je fais quoi des haches? Des collections peut-être, mais un narratif. Hein, voilà, il y a un patrimoine immatériel autour. Alors, d'autres lieux de patrimoine, on parlait des documents, etc., mais vous avez à Anvers cette maison d'édition de la Renaissance, Plantin-Moretus, qui est un bien du patrimoine mondial et qui présente des machines à imprimer de la Renaissance. Et d'autre part, on voit apparaître une édition technique à la Renaissance très explicite de ces connaissances, de ces savoir-faire, de ces méthodes, Agricola, de Re Metallica, à propos des techniques minières et sidérurgiques. Alors, aujourd'hui, bien sûr, ces machines, ces biens immobiliers au sein de l'entreprise. Alors, deux situations d'ateliers. À gauche, une usine d'impression textile qui vient de fermer et qui présentait des bancs d'impression de 100 mètres de long, ça fait un banc d'impression textile à cette époque-là, en technique de sérigraphie, voilà, qui va être démantelé, qui va disparaître. Et à droite, alors quelque chose d'assez étonnant, d'assez intéressant. Alors à gauche, ça n'a aucun statut patrimonial. À droite, c'est un bien patrimoine mondial, c'est l'usine de Tomioka, filature de soie au Japon. Et les Japonais ont conservé cette usine magnifique. C'est une des premières grandes usines de production au Japon, avec des technologies d'ailleurs importées, et des machines qui ont été gardées telles quelles. C'est-à-dire que, à la différence de gauche où tout est démantelé, ça part, les ferrailleurs, etc., à droite, on a tout gardé. Et on a gardé ça sous plastique. Pour que, vous voyez, très japonais, ça doit être parfait. Hein. On a l'impression que si on enlève les plastiques, on appuie sur le bouton, toute la machinerie redémarre. Mais quand vous visitez ça, vous avez un certain malaise. Qu'est-ce que vous comprenez vraiment de la technique telle qu'elle se déroule, du process dont je parlais tout à l'heure? Vous voyez, donc on a des difficultés, il ne faut pas se le cacher, dans la valorisation de ces patrimoines, dans leur présentation à des publics qui sont très très loin de ces machines anciennes, qui ne sont pas du tout là-dedans. Et quand vous voyez des plastiques, ça fait un peu bizarre comme impression. Oui. Vous baladez dans une usine immense, tout est là, sous plastique, on n'y touche pas, il n'y a pas de poussière, tout est parfait, trop parfait peut-être. Alors, dernier point, je déborde à peine, pas trop. Hein. Je voudrais attirer votre attention sur les articulations entre ces domaines. Hein. Je parlais de lieux différents, etc. Mais ces lieux s'interpénètrent. Et on a des lieux privilégiés de cette interpénétration des différents domaines. Alors, deux photos de lieux complètement différents. Un groupe de châteaux d'eau au Koweït, pour lequel on avait fait une étude de faisabilité patrimoine mondial. Ça ne s'est pas fait. Mais c'est quand même assez impressionnant. Koweït, ressources naturelles en eau, c'est zéro.
Si on veut réfléchir à l'eau va disparaître, il y en a beaucoup moins, c'est sec en Catalogne. Oui, ok. Alors on a des exemples. Koweït, on part de l'eau, c'est zéro. Il n'y en a pas. Alors on fait quoi? On dessale l'eau de mer. Et on fait quoi de l'eau de mer? On la stocke, une fois qu'elle est dessalée, évidemment, on la stocke non pas dans un château d'eau, mais dans une série magistrale de châteaux d'eau. Donc c'est à la fois un process technique, et c'est quand même de l'architecture et de l'esthétique. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc voilà, on a des articulations. À droite, alors je suis sûr que vous avez des problèmes semblables en Wallonie et plus largement en Belgique. Ben, la construction elle-même, le bâti, qui est une machine. Un lavoir à charbon, c'est une machine. Alors le lavoir des Chavannes, dans la région du Creusot-Monceau-les-Mines, mais honnêtement, on ne sait pas qu'en faire. Il y a eu des concours, appels à réutilisation, etc. En plus, ça devient dangereux avec le temps. Voilà. On a quand même des challenges assez énormes. À droite, on fait quoi de ce truc qui est en train de se casser la figure? Et à gauche, il ne faut pas oublier qu'on dessale à coups de pétrole massif de l'eau de mer à tour de bras pour remplir des séries de châteaux d'eau. Pas un, mais il y en a 9, je ne sais plus. Voilà, donc ce sont les challenges du patrimoine industriel, d'une certaine façon. Alors, dans cette interpénétration des mémoires patrimoniales, les structures machines, le pont transborder, vous savez, c'est une poutre surélevée, c'est ici à l'entrée du port de Bilbao. Donc les grands paquebots peuvent passer et on a une machinerie qui permet de transborder d'un quai à l'autre des véhicules, des passagers. Voilà, c'était une technique très répandue au moment de la Révolution industrielle. C'était aussi célèbre que les ponts d'Eiffel, voire peut-être plus, mais ça a complètement disparu des paysages pour différentes raisons. Et puis, évidemment, ici même, en Wallonie, les fameux ascenseurs du canal du Centre, qui sont des structures machines, d'interpénétration d'une construction et d'un processus technique. Également, ce lien intime entre le mobilier et l'immobilier. Est-il raisonnable de parler de chemin de fer sans machine locomotive ? Non. Est-il raisonnable de parler de machines locomotives sans rails pour les supporter? Non. C'est-à-dire que l'association est vraiment très intime entre la structure, entre le génie civil et entre le génie mécanique et le génie des transports. C'est les deux qui font que ça fonctionne. Alors, je veux dire, ça pollue horriblement, oui, c'est les Indiens, mais bon, on ne fait pas mieux avec nos machines locomotives touristiques en France, en Grande-Bretagne et sans doute chez vous aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'un canal sans bateau? Et l'adaptation parfaite du bateau qui doit passer à quelques centimètres des bajoyers de l'écluse. Voilà. Donc il y a une série de réflexions à avoir. Le canal du Midi, bien sûr, au patrimoine mondial, mais quid des bateaux? On a un petit peu oublié ça. Alors, dernier point, j'ai presque fini, Michel, c'est ce rapport avec le paysage. J'en parlais tout à l'heure, ce rapport avec l'environnement. Compréhension des processus, certes, mais il va nous poser d'autres questions. D'abord, il y a un vrai changement du paysage par l'industrie. Enfin, c'est une photo très connue du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. C'est essentiel. On a carrément changé l'environnement humain. Alors, on l'a changé visuellement, mais on ne l'a pas changé que visuellement. On l'a aussi changé dans sa structure. Voilà un lieu parfaitement pollué, inscrit au patrimoine mondial, c'est en Norvège, pourtant pays réputé comme bien sur le plan écologique, sous tout rapport. On a des pollutions qui sont même visibles par des photos aériennes. Et en réalité, tous ces paysages industriels qu'on a inscrits au patrimoine mondial présentent tous des degrés de pollution assez catastrophiques et qui, le plus souvent, sont passés sous silence dans les dossiers. Et on ne peut pas. Je veux dire, on ne peut plus aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, parler de paysages industriels, de sites industriels, sans envisager les questions de pollution. Sinon, on n'est pas sérieux.
On n'est pas sérieux doublement, d'abord pour la réutilisation, mais aussi par devoir, je dirais, vis-à-vis des générations qui viennent. Ça fait partie du legs de l'industrie. C'est la face noire du legs de l'industrie. Mais le patrimoine a ses faces noires. Si on inscrit Auschwitz au patrimoine mondial ou Hiroshima, c'est la face noire de l'humanité. Donc, c'est la même chose pour le patrimoine industriel. À ce niveau-là, il ne se distingue pas des autres patrimoines, mais il faut qu'on le prenne en charge. C'est impératif à mon point de vue. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Oui, j'ai produit cet ouvrage qui permet d'aller un petit peu plus loin dans ces réflexions, si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez l'acheter, il est sur le site de l'Harmattan, l'Harmattan, donc éditeur à Paris, et vous pouvez le commander directement à l'éditeur et il vous l'envoie par la poste assez rapidement. Ça fonctionne bien. Au moins un exemplaire et toi aussi, donc si vous voulez le feuilleter, on peut le montrer, voilà. L'introduction, sans problème. J'espère n'avoir pas trop dépassé, Michel. Merci. Beaucoup, Michel. Passer la parole à Catherine Coinca, qui nous vient de l'université de Nantes. Comme vous le verrez, elle a un parcours très multiple. Elle a commencé comme océanographe, puis elle a fait un doctorat en histoire de l'art et archéologie. Et j'en viens au vif du sujet. Depuis 2003, elle est responsable d'une mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique qu'elle a mis sur pied, et technique contemporaine qu'elle a mis sur pied sous le nom de PATSTEC, patrimoine technique et scientifique contemporain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Je te passe la parole. Je vais mettre... Alors, patrimoine. Alors, elle m'a dit que c'était CTRL N. Voilà. Donc, ceci, ou les flèches là. Parce qu'il met ici, en plus de ça, un pointeur. Eh bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs. Je ne vais pas tous les citer car vous êtes nombreux, mais en particulier à Michel Provost et à Michel Cotte de m'avoir invité. Merci à Ariane que j'ai rencontrée hier. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va au niveau du son? Je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu curieux dans le patrimoine industriel. Qui est une mission dont je vais vous décrire l'évolution au fur et à mesure du temps, qui touche d'abord à la recherche récente, alors en France, mais on a quand même travaillé avec bien d'autres pays, dont la Belgique d'ailleurs, à un moment, et qui peut amener à aller travailler aussi dans les laboratoires de recherche industrielle. En fait, c'est assez lié. Donc, je vais vous décrire ça petit à petit. Alors, je ne sais pas ce que je prends. Voilà, je vais voir si ça marche. Ça va. Donc, un petit rappel historique. Alors, je vous parle plutôt de la France, bien que certaines choses puissent tout à fait être élargies à l'Europe à ce moment-là. Mais là, c'est typiquement en France que l'administration française va restructurer, après la Seconde Guerre mondiale, ses ministères et ses directions, ce que l'on peut comprendre, et particulièrement l'enseignement, la recherche et l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que, alors là, vous savez qu'on parle en France de la spécificité française qu'on peut tout à fait retrouver sous une autre forme ailleurs, mais qu'il l'est pour la fermeture des universités, puisque vous savez qu'à la Révolution française, toutes les universités ont été en grande partie fermées, ce qui a forcément eu un impact non négligeable sur l'histoire des collections, de la recherche et de ce qui pouvait se trouver dans ces universités anciennes, qui a toute une autre histoire dont on ne parlera pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas le propos, mais dont on pourrait parler tout à fait largement. Donc, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est qu'à la Renaissance, ou en tout cas création, pour certains cas, d'universités en France, et puis la création des organismes de recherche, vous avez la nécessité
de recréer des laboratoires et de dynamiser à nouveau une recherche dans la mesure où les crédits qui vont arriver après la Seconde Guerre mondiale vont le permettre petit à petit. Il y a un constat également que l'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est qu'il y a très peu de travaux publiés sur ces périodes, et en tout cas dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le matériel scientifique et technique de la recherche, qui sera peut-être un jour du patrimoine, et surtout notamment dans les années 1940-50 à aujourd'hui. Et également, on remarque aussi dans cette période que peu d'historiens des sciences et des techniques, peu de professionnels des patrimoines non plus, s'intéressent à ces instruments récents qui vont pourtant être en nombre dans cette période. Donc c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui, et vous verrez le lien bien sûr avec la partie industrielle tout à l'heure. Alors, il y a une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la sociologie de la recherche en France, qui s'appelle Catherine Wilcasse, et qui disait dans un travail qu'elle a fait et dans sa thèse sur le CNRS, organisme de recherche que vous connaissez, qui a son équivalent dans d'autres pays européens, que l'impact des guerres a joué un rôle sur l'orientation de la recherche, mais aussi sur l'organisation du travail, sur les institutions et sur la politique de la recherche. C'est important car on est à ce moment-là à l'aube de ce qu'on pourrait presque appeler une révolution scientifique et technique, donc qui est bien au-delà des révolutions industrielles, peut-être un prolongement, on pourrait se poser la question sur certains points. Et donc la France, comme l'a rappelé tout à l'heure Michel d'ailleurs, parmi d'autres pays bien sûr, puisque là on est plutôt à l'échelle européenne quand on parle de big science ou quand on parle de cette révolution scientifique et technique, on voit qu'on passe du micromètre au nanomètre, ce que tu as rappelé très précisément tout à l'heure, qu'on commence à parler de simulation numérique, d'ingénierie de miniaturisation, de microélectronique, en biologie moléculaire aussi, de synthèse de matériaux, etc., de robotisation, bref, de tout un ensemble de découvertes ou d'innovations ou d'évolutions technologiques fort importantes dans cette période récente, finalement, des 70 dernières années. Je mets 60, mais presque 70 aujourd'hui. De même, dans le domaine du spatial, dans le domaine des accélérateurs de particules, alors qui sont quand même des gigantesques appareils qu'on verra tout à l'heure, ou dans le domaine de la micro-informatique, ou bien des réseaux, ou encore dans le domaine du génie génétique. Ces sciences donc, et ces technologies, dans cette période contemporaine, sont présentes dans tous les instants de notre vie, dans la société, dans la santé, dans la communication, dans l'énergie, dans le transport. Et en fait, on s'est aperçu, quand on a travaillé sur ce projet que je vais vous présenter dans quelques minutes, que les témoins matériels de cette immense évolution de la science après la Seconde Guerre mondiale disparaissent rapidement, car ils ne sont pas, ou n'étaient peu, puisqu'aujourd'hui ils le sont de plus en plus, gardés, conservés, y compris la mémoire des chercheurs ou de leurs équipes qui partaient petit à petit à la retraite, puisque depuis la rénovation et la remise en place des universités françaises, il s'est passé beaucoup de choses, et suffisamment pour que des gens soient déjà partis à la retraite. Alors, les instruments scientifiques et techniques que l'on trouve aussi bien dans la recherche dont on parle ici publique, mais qu'on trouve également dans la recherche privée, en tout cas dans les grosses industries qui ont des laboratoires de recherche et développement, témoignent bien sûr des découvertes, comme vous l'avez compris et comme vous le savez, et des inventions des hommes et des savoir-faire, et constitue donc bien un patrimoine ou un futur patrimoine scientifique qui va s'inscrire dans une longue tradition. On a fait ce travail pour les objets anciens, sur l'instrumentation. Si vous allez visiter des musées de sciences et techniques ou des musées en tout cas liés à la technique d'une façon ou d'une autre, vous allez trouver beaucoup d'instruments scientifiques et techniques anciens. Mais si vous allez dans cette période, si vous abordez cette période contemporaine,
que nous, on a appelée contemporaine, pas au sens historique, au sens qu'on lui a donné dans la datation que l'on a choisi d'aborder dans ce projet, on voit que petit à petit, au cours de ces 60-70 dernières années, on a la constitution en fait d'un futur nouveau patrimoine, donc on a appelé en construction, qui va contribuer à cette histoire de la recherche contemporaine et des processus d'innovation en cours. Donc l'originalité de ce travail a été de créer des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques pour aborder ces objets contemporains, que vous allez voir dans quelques minutes, qui n'ont pas forcément un abord très facile, on en reparlera, et qui font partie de cette recherche contemporaine. Et pour cela, on va évidemment faire des inventaires, on va évidemment documenter ces objets, ça c'est le travail classique de la pratique patrimoniale qui est valable pour cette période également évidemment, mais on va aussi construire des histoires de vie, des histoires de laboratoire, des histoires d'objets qui vont permettre de recueillir aussi des savoir-faire et des témoignages, des gestes techniques de personnes qui ont utilisé ou qui ont manipulé ces objets in vivo. Et c'est ça un peu la particularité de ce travail. Alors, comment tout cela s'est passé ? On a créé des missions. Ça a commencé par des missions locales, une mission locale à l'Université de Nantes en 1996. Et puis, petit à petit, cette mission qui a consisté d'abord, parce que j'étais un petit peu seule à l'époque, à faire surtout un rapport pour le ministère de l'Enseignement supérieur qui était très intéressé par ce sujet de l'instrumentation contemporaine. Ça a consisté à essayer de comprendre ce qui se passait dans les laboratoires et dans quelle mesure ça pouvait être intéressant de garder ou pas, même si, comme vous l'avez vu, j'en étais déjà un peu convaincue, de garder ou pas ces instruments et ces savoir-faire de cette période contemporaine. Et puis, assez convaincu, le ministère, mais aussi la région des Pays de la Loire, l'université bien sûr qui était porteuse, et le ministère et toutes les instances qui travaillaient dans le domaine de la recherche à l'époque en Pays de Loire, nous ont apporté des crédits et des financements, ont cru au projet que l'on a déposé dans ce qu'on appelait le contrat État-région. Et on a obtenu, comme vous connaissez évidemment très bien, des fonds européens FEDER pour mener cette action pendant 4 années. Ça a permis de créer une petite équipe et de commencer à travailler cette fois à une échelle beaucoup plus expérimentale, beaucoup plus intéressante, qui était l'échelle de la région des Pays de la Loire, c'est-à-dire de travailler avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région, qui finalement avaient une histoire de leurs universités ou leurs organismes de recherche évidemment assez proches, et qui permettaient d'avoir une vraie expérimentation sur un terrain régional, et donc de tester ces méthodes et outils que l'on allait créer petit à petit. Donc cette expérience s'est donc régionalisée et on y a introduit donc une forte composante, je dirais multimédia. Florent, peut-être que j'emploie pas le bon terme, mais je dirais multimédia. Voilà, qui permettait à la fois de collecter les savoir-faire, de créer des bases de données pour enregistrer tous ces inventaires qui allaient se faire cette fois à une échelle régionale. Et donc d'avoir des outils pour travailler avec l'ensemble des partenaires qui acceptaient de mener ces inventaires à cette échelle régionale sur ces objets contemporains, de collecter ces savoir-faire, ce qui demandait un travail assez important et assez nouveau pour ces collègues, et puis aussi, bien sûr, de diffuser, de valoriser vers le public, puisque vous savez, quand on fait du FEDER, on doit aussi valoriser, surtout dans le domaine qu'on avait pris, dans l'axe qu'on avait pris, fortement, bien sûr, ses actions, et pas seulement rester trop centré sur son travail d'inventaire, ce qui nous est parfois reproché dans nos domaines patrimoniaux. Et ça a très, très bien marché. On a eu beaucoup de résultats et de succès. Ce qui fait que le ministère, qui continuait à nous suivre et à nous apporter un petit peu de financement au départ, et la région, ont décidé qu'il était maintenant temps de généraliser cette mission à une échelle plus large. Mais il fallait que ce soit un musée national qui soit porteur d'une mission comme cela. Ça faisait partie des statuts des musées nationaux français.
depuis l'origine. Et donc, c'est comme ça que nous avons mis en place ce travail dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'instrumentation scientifique? Et là, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Cela concerne pour le patrimoine matériel, bien sûr, de l'instrumentation aux produits industriels, des manuscrits, les documents qui sont associés, les modes d'emploi, les posters qui racontent, scientifiques qui peuvent raconter ou apporter des éléments complémentaires à cette sauvegarde ou à cette documentation. Et bien sûr, ça concerne aussi le patrimoine immatériel, puisque, comme je vous le disais, la mémoire vivante, en plus recueillie in vivo sous forme d'interviews auprès des acteurs qui ont fabriqué ou collaboré à travailler avec ces instruments ou qui les ont valorisés auprès de leurs étudiants pour des raisons autres, sont importants et doivent absolument être sauvés. Vous parliez des brevets, bien entendu qu'on a tenu compte aussi pour cette période, en plus c'était beaucoup plus facile, des brevets qui avaient pu être passés dans les différents laboratoires. Alors voilà le type d'objet rapidement que l'on trouve. En haut à gauche, vous avez un Osborne, qui est un des premiers ordinateurs portables, si je puis dire, qui ne devait pas être très léger d'ailleurs, je ne sais pas s'il était si portable que ça, voilà, mais qu'on aura retrouvé avec beaucoup de fierté, avec des matériaux très particuliers. Alors, pas du tout à l'échelle, mais je la trouvais très jolie. On a beaucoup travaillé sur des puces aussi, bien sûr, c'était le début des puces. Et puis à droite, pas du tout non plus à l'échelle, c'est beaucoup plus gros. Vous avez un redresseur de mercure qui servait pour l'enseignement dans les instituts universitaires technologiques à l'époque. Puis vous avez aussi des ergonomies très variables, donc un microscope optique des années 60-70. Et puis bien sûr, l'évolution des premiers, la création des premiers microscopes électroniques à balayage, derrière lequel il y a beaucoup d'industrialisation. En tout cas beaucoup de processus de fabrication, et puis les microscopes à transmission qui étaient quand même assez révolutionnaires dans cette période et que l'on connaît aujourd'hui, mais qui n'existaient pas avant les années 60. Et puis alors il y a des objets, alors je dirais pas que ça ressemble à une architecture d'industrie, mais il y a des objets qui ont quand même une taille assez considérable. Je ne parle même pas des accélérateurs de particules qui sont encore une autre problématique quand il faut les conserver. Mais vous avez ici une TEP, c'est un scanner, vous savez, pour détecter certains, pour faire des IRM, et qui nous a été donné à la mission et avec lequel on était bien embarrassé parce qu'il fallait bien sûr trouver de la place pour le mettre. Après avoir compris comment il fonctionnait. Bon, qui était un modèle assez ancien, mais assez intéressant, parce que c'est partie des premiers modèles de scanner à l'hôpital de Nantes. Alors, je vais aller tout de suite ici. Cette généralisation, elle a été possible pour différentes raisons. La première, j'ai eu la chance de pouvoir aller en 2001 à un colloque à Orsay, la faculté d'Orsay à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré le directeur du musée des arts et métiers, Daniel Toulouse, qui venait juste de prendre son poste, qui était un grand physicien de Grenoble, et qui avait été avant délégué à la recherche et à la technologie pour la région Rhône-Alpes, et qui ne rêvait que d'une chose, c'est de pouvoir compléter, après l'ouverture du musée qui s'était faite en 2000, le musée des arts et métiers, de pouvoir finalement compléter les quatrièmes périodes, c'est-à-dire la période 1940 à aujourd'hui, sur cette partie de la science et de l'évolution de la science, et qui pour cela avait entendu parler par ses collègues et par le ministère de la mission que l'on avait menée en Pays de Loire. Et donc, il a été tout de suite intéressé, et on s'est rencontré avec l'équipe nantaise, avec un autre professeur d'université qui s'appelait Yves Thomas, avec qui je travaillais à Nantes, pour voir ce que notre mission régionale pourrait ou ne pourrait pas apporter à cette mission nationale, pour qu'elle se développe avec des méthodes et des outils adaptés assez rapidement dans le domaine, dans l'ensemble de la France, sans qu'il ait besoin de reconstituer ou de refaire des outils similaires, puisqu'ils existaient finalement déjà et que les méthodes avaient été éprouvées. Donc c'est comme ça que nous avons eu une rencontre. Donc je dis toujours que c'est une histoire de rencontre. Quand on a fêté les 20 ans de la mission, on a parlé vraiment d'histoire de rencontre.
On a beaucoup réfléchi ensemble, on a beaucoup échangé sur le sujet. Et finalement, après une lettre de mission qui a été envoyée à Daniel Toulouse fixant les objectifs de cette mission, elle est devenue nationale. Elle est devenue nationale avec un financement à la clé, ce qui n'est pas négligeable, qui a permis non seulement de récupérer une partie des compétences des Pays de Loire à travers mon équipe, mais aussi de récupérer des outils et ensemble d'essayer de les adapter ou de les améliorer au niveau national pour aller assez vite dans le lancement de cette mission qui s'est faite en 2003. Donc le créateur de cette mission, Daniel Toulouse, était déjà très très sensibilisé par la science évidemment et a porté cette mission de façon magistrale pendant. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant toutes ces années. Nous l'avons développé assez rapidement. Lui-même avait tout son circuit de personnalités proches de la recherche. Il connaissait à peu près tout le monde en France, qu'il était resté au CNRS assez longtemps au niveau national. Donc il connaissait un peu tous les laboratoires français. Et moi, j'apportais plutôt la composante conservation, étant conservateur, conservation et professionnel des patrimoines. Ce qui a vraiment, je pense, bien marché, puisque nous devions, de façon assez rapide, prouver que nous pouvions développer cette mission au niveau national, en suscitant donc cette sauvegarde, mais aussi en accompagnant cette sauvegarde sur le territoire, en développant un réseau national et en généralisant donc les méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, en créant un inventaire commun. La base de données, le site web existait déjà, mais il a fallu l'adapter à un niveau national. Et puis en réfléchissant, parce que, comme vous le verrez tout à l'heure, beaucoup de ces questions se posent autour de cette sauvegarde de l'instrumentation scientifique, technique et des savoirs, et dans la recherche publique, et aussi dans la recherche des laboratoires industriels, qui ont été aussi notre champ de travail. Donc il y a une organisation, bon là je vais passer assez vite, il y a une organisation qui s'est mise en place très vite, avec une cellule de coordination au niveau national, qui était à cheval entre Nantes et Paris pour des raisons historiques, puisque je travaillais toujours aussi à Nantes, et puis sous des partenaires nationaux et industriels dont je vais vous parler, qui se sont accrochés très vite à ce réseau en y voyant l'intérêt éminent qu'ils pouvaient y trouver pour aborder le patrimoine dans leurs industries, et puis toutes les missions régionales qui sont venues nous rejoindre, dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Donc en France, globalement, aujourd'hui, on couvre l'ensemble de la France, en 20 ans pour le national, on couvre l'ensemble de la France. On a des chefs de projet dans chaque région, on a un comité de pilotage, un comité scientifique dans chaque région, qui réunissent à peu près tous les acteurs culturels et scientifiques, soit des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, soit des musées, soit des instances qui travaillent sur l'inventaire ou qui travaillent dans les bibliothèques ou les archives localement. Ce qui donne une certaine force au projet non négligeable, puisque tous les corps de métier sont représentés finalement autour de la table pour ce qui nous intéresse ici. Toutes les régions sont donc représentées aujourd'hui, ils ont donc ce chef de projet. La majorité du portage se fait dans les universités pour des raisons évidentes, puisque l'instrumentation scientifique et technique est soit dans l'université, soit dans l'industrie, dans ce qui nous intéresse. Mais on a des partenaires nationaux, alors j'en ai cité quelques-uns, ils évoluent au cours du temps. Bon, Michelin, dont on a parlé tout à l'heure, Météo France, la Fondation EDF, etc., etc. Le CERN aussi, qui s'est rapproché de nous beaucoup pour la sauvegarde de leurs matériaux. Et puis des nouveaux partenaires récemment, l'INRAE, l'INSEE, Conseil de l'ordre des pharmaciens, des médecins, c'est pas la même échelle, mais qui ont aussi des problématiques de sauvegarde d'instrumentation et de savoir. Donc aujourd'hui, cet inventaire, il est fait finalement à deux niveaux sur le terrain. Donc vous n'êtes pas dans un musée, vous êtes dans des laboratoires universitaires ou dans des lieux industriels. Donc, devant quoi vous vous trouvez? Vous vous trouvez devant un vrac de choses sur lesquelles il faut essayer de déterminer ce qui pourrait être intéressant pour devenir ou pas du patrimoine à terme.
et qui pourrait peut-être être représentative de cette période des 60-70 dernières années. Alors évidemment, on ne fait pas ça tout seul, hein. Il y a un petit comité de travail. Les chercheurs, évidemment, ont un rôle important, ou leurs techniciens, bien sûr. Et donc, ça se fait à deux niveaux. Soit on aborde un laboratoire de façon exhaustive, suivant la thématique et suivant l'intérêt de ce laboratoire et des travaux de recherche qui ont eu lieu et des instruments qui existent. Soit on essaye de trouver des thématiques de recherche. Souvent, en France, on a suivi ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. On ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais ça s'appelait comme ça très longtemps, dans chaque région. Ce qui permettait assez vite, au moins, de se dire qu'on allait au moins garder les choses les plus représentatives de la recherche contemporaine. Donc voilà, on leur donne comme ça vous le savez très bien, hein, je ne vous apprends pas grand-chose, on leur donne un statut provisoire quand on fait un inventaire. On les met dans un coin du laboratoire. On ne les emmenait pas dans un autre lieu. Ce n'était pas l'objectif au départ. On les documente, on les photographie, on les filme quand il le faut. On filme des manipulations s'il le faut, et on interviewe surtout toutes les personnes qui ont contribué dans certains types de travaux de recherche, choisi à manipuler ces objets et en faire une recherche contemporaine qui nous paraissait intéressante. Encore une fois, tout ça était validé par un comité de pilotage régional et un comité de pilotage scientifique. C'est-à-dire les régions choisissaient aussi ce qu'ils souhaitaient garder dans ce domaine. Ce n'est pas la partie nationale qui influençait leur choix, puisque c'était une recherche locale. Mais par contre, on cadrait un peu les choses pour être sûr de rester bien dans le propos qui nous intéressait. Donc tout ça est transvasé, je vais aller un peu plus vite, voilà, tout ça est transvasé dans un site web. Site web qui a changé de forme plusieurs fois au niveau de la navigation et de la page d'accueil, hein, que je vous montre pas là parce que sinon on y passerait un certain temps, mais je vous incite à aller le voir. Donc c'est facile, l'adresse c'est patstec.fr, vous le verrez à la fin aussi, qui est constitué comme tous les sites de plusieurs rubriques, mais dans la rubrique ressources, vous y trouvez des vidéos, des interviews, des histoires de laboratoire, des histoires de recherche, des collections d'objets, des expositions virtuelles que je vais vous montrer ici, voilà, sous cette forme-là, si vous voulez. C'est-à-dire beaucoup de choses, hein. Donc, il faut aller y passer du temps, il faut aller voir. C'est-à-dire que c'est pas seulement un inventaire d'objets, hein, ce que souvent on nous a suggéré ou dit. C'est plus qu'un inventaire d'objets. C'est d'abord un catalogue numérique d'objets qui n'était pas connu, pour lequel on ne trouvait aucun ouvrage synthétisant des connaissances sur l'instrumentation scientifique et technique récente qui nous intéresse ici, et que finalement on a constitué quelque part, au bout de 20 ans, surtout 25 ans même, à travers ce catalogue numérique. Donc il est très riche, hein, il comprend plus de 25 000 fiches d'inventaire, mais aussi toutes ces photos, il y a 90 000 médias, donc ça commence à devenir assez important. Et à partir de ces contenus, surtout, on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire non seulement on a des outils qui permettent de créer ces parcours de chercheurs, ces collections d'objets, ces expositions virtuelles, bien sûr d'éditer. Et la région reste propriétaire de ces contenus, même si elle transvase sous convention une copie de ces contenus dans la base nationale. Donc voilà un peu l'intérieur de la forme des fiches d'inventaire, mais ça vous connaissez ça très bien. Donc soit c'est un format assez restreint qui ressemble un peu à un cartel, sur lequel si on clique ça agrandit bien sûr la fiche d'inventaire, soit vous avez un format un peu plus développé. Dans la base de données, il y a à peu près 60 champs, ce qui est énorme, on remplit évidemment pas tout. Et dans la base, le minimum qu'on demande à tous les chefs de projet, c'est 15 à 16 champs à remplir. Qui sont remplis. Et là, la particularité, comme il s'agit d'objets récents qu'on ne connaissait pas et comme je vous dis, pour lesquels on trouvait très peu d'ouvrages, en tout cas en France, on leur demande de remplir très précisément, non pas seulement la description, qui est une pratique classique pour tous les objets, mais aussi le fonctionnement scientifique de l'objet. Alors, vous doutez bien que tout ça, c'est hyper validé, bien sûr, en interne et à l'extérieur, mais on leur demande de remplir cette partie-là et l'utilisation dans le laboratoire aussi de l'objet. Ce qui fait qu'on accumule un nombre d'informations in vivo réellement importantes et complémentaires des interviews.
Alors là, les parcours de chercheurs, je vous montre un exemple comme ça, mais je ne vais pas cliquer dessus, hein. Il n'est pas actif. C'était travailler sur des thèmes, là c'était en Pays de Loire, donc c'était travailler sur des thèmes forts de la recherche au moment où on a fait les parcours de chercheurs, c'est-à-dire à peu près dans les années 2000 à 2005 pour la région des Pays de Loire, mais il y en a évidemment des plus récents ailleurs. Et par exemple, celui-là portait sur le caoutchouc naturel. Donc en 10 étapes, on travaillait avec des ingénieurs multimédia, hein. En 10 étapes, on retraçait toute la carrière de ce monsieur, de ce professeur, mais aussi de son équipe, hein. Là, vous le voyez tout seul, mais derrière, il y a toute son équipe. Et derrière tout ça, il y a aussi des manipulations. On voit comment on vulcanise le caoutchouc, on voit comment on crée des crêpes de caoutchouc. Enfin, on explique vraiment jusqu'à la production industrielle. Notamment, on voit comment on utilise ça dans le domaine des pneus, hein. On n'a pas parlé de Michelin là, mais dans le domaine des pneus. Et c'est donc très, très riche en informations. Et peut-être même tellement riche que ça, nous, on s'est bien amusé en faisant ça, mais ça nous a pris beaucoup de temps et qu'on a conseillé quand même aux acteurs régionaux de faire plutôt des histoires d'objets ou des histoires de laboratoire et de s'engager dans des parcours de chercheurs qui sont assez lourds à faire. Ça met bien 6 mois à mi-temps, hein, de peut-être faire des choses un peu plus concises au niveau du concept. Mais ils peuvent aussi faire ça. Donc, en conclusion, enfin pas en conclusion du propos, j'ai encore un peu de temps. Oui. Ok. Je dirais pour cette méthodologie. Donc, on a bien une méthodologie propre à cette volonté d'inventorier un futur peut-être patrimoine scientifique et technique contemporain récent. On a donc un réseau qui fonctionne très bien avec beaucoup d'échanges. On a des ateliers, comme je vais vous montrer dans quelques minutes, d'échanges à raison de 2 par an importants, dont 1 de 3 jours dans une région française, ce qui permet à celui qui nous reçoit de nous montrer où il en est, d'abord d'un point de vue concret et physique, mais aussi de discuter et d'échanger entre nous tous, bon, comme un réseau qui fonctionne normalement, mais aussi avec beaucoup de réflexion, ou tout simplement en se passant des trucs, hein. Comment on fait telle convention pour tel partenaire, est-ce que c'est mieux de faire comme ci ou comme ça, comment tu gardes tel ou tel objet qui est très grand, qui est très petit. Bref, on échange beaucoup. Il y a des groupes de réflexion entre nous sur cette problématique. On a beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent dans ces comités de pilotage régionaux, ce qui est vraiment bien. Ça permet d'abord de travailler avec eux et on les inclut beaucoup dans tout ce qui se fait au niveau régional, des valorisations de toutes sortes. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a un chef de projet local qui est porté soit dans une université, soit dans un musée, soit dans un organisme de recherche, soit dans des CNAM régionaux. Vous savez que le Conservatoire national des arts et métiers a un réseau de CNAM. Et dans les CNAM régionaux, certains se sont intéressés à vouloir porter cette mission régionale et travaillent bien sûr avec les universités et les autres porteurs locaux. Donc voilà, ça je vous ai dit, le contenu de la base. Donc on a des ateliers réguliers. Le dernier a eu lieu à Dijon fin 2023, qui sont des moments vraiment privilégiés et qui nous permettent vraiment cet échange productif et constructif, ou tout simplement de penser aux nouveaux projets nationaux à faire ensemble, pas uniquement aux projets régionaux. Donc comment on valorise tout ça ? On a des journées d'études, on en a eu en 2021, en 2022 sur des thèmes différents où on invite de façon générale toujours les chercheurs, les gens qui s'intéressent au patrimoine en général, de toutes composantes, tous les professionnels des patrimoines, on va dire, hein, le public intéressé, les amateurs, c'est ouvert, hein. Et on essaie de travailler à chaque fois sur des thèmes un peu nouveaux. Donc en 2021, Florent était venu. C'était sur la recherche au quotidien, patrimoine de demain. Donc comment les chercheurs, comment la recherche va pouvoir, toujours pour alimenter notre dynamique, va pouvoir venir aider à faire du patrimoine de certains objets qui nous paraissent essentiels. Ou bien on a fait des journées plus patrimoniales, je dirais, plus sur de la conservation et de la protection des œuvres. Puisqu'on peut quand même parler d'œuvres dans certains cas, hein. Il y a des fabrications d'objets qui pourraient ressembler vraiment à des œuvres, hein. On fait beaucoup d'expositions. Alors une qui va peut-être un peu nous ramener à notre sujet de l'industrie de façon plus concrète, c'est qu'on a fait tous ensemble une exposition en 2020
qui aurait dû ouvrir en mars 2020, enfin qui a ouvert d'ailleurs, sauf que c'était le jour du Covid, où on s'est tous enfermés. Mais l'exposition a bien ouvert, on l'a montée au Musée des Arts et Métiers. On avait mis 2 ans à la préparer, j'étais très content. Et donc, cette exposition qui était sur un point qu'on avait considéré comme étant problématique pour nous tous et en même temps un type d'objet essentiel à conserver, quoi qu'il arrive, dans chaque région française, c'était les prototypes. Alors pourquoi? Parce que vous le savez mieux que moi, sûrement, dans les laboratoires de recherche, vous avez des prototypes de laboratoire. Vous n'avez pas tout de suite des prototypes industriels. Vous savez qu'il y a tout un processus avant qu'un prototype possible de laboratoire devienne un processus industriel, aille de la recherche vers l'industrie. Et donc c'est cette partie-là qui nous a toujours intéressés dans la mission PATSTEC, puisqu'on part de la recherche et qu'on travaille avec les industriels ou dans les laboratoires industriels, et on voulait voir ce que donnait ce développement. Donc on a, à travers des objets, d'abord prototypes créés dans les laboratoires, de très divers, très variés. Il y a un catalogue qui a été édité sur ce principe. On voulait travailler là-dessus et expliquer au public quelle est la démarche d'un scientifique et de son équipe dans un laboratoire de recherche quand on crée un laboratoire. Montrer que c'est un travail d'équipe, et puis expliquer jusqu'à l'industrialisation, en montrant aussi des prototypes industriels, que ce chemin entre les deux était un long processus qui demandait beaucoup de réflexion et qui ne se faisait, ou se faisait pas d'ailleurs, dans des conditions parfois difficiles mais essentielles. Donc on a expliqué vraiment tout le processus dans cette exposition à travers des exemples concrets. Voilà un peu, là elle était encore en chantier, hein, voilà, c'est au Musée des Arts et Métiers, voilà donc un exemple de cette exposition. Au milieu, vous voyez la colonne de la fameuse boule qui était à Toulouse, du microscope électronique, et dont il reste uniquement cette colonne, malheureusement, la boule a été détruite, et qu'ils appellent l'ancêtre. Donc, chacun ses particularités par rapport à cet objet. On peut donner des petits noms aux objets, vous voyez aussi. Donc, ils l'appellent l'ancêtre, qui est très lourde. Hein. Je peux vous dire qu'on a un peu galéré pour la faire arriver jusqu'au musée. Vous avez un pneu de chez Michelin, là, un pneu radié qui est présenté ici, où on expliquait toute la façon dont Michelin avait créé ce pneu, etc., etc. Vous voyez pas tous les objets là parce que c'est une photo parmi d'autres. Mais il y avait aussi de l'interactivité pour les enfants. Enfin bref, on a essayé vraiment de faire une exposition comme le fait le Musée des Arts et Métiers, ou comme le font les musées en général, c'est-à-dire des expositions avec une partie assez ouverte et vulgarisée, mais de qualité sur ce propos du prototype. Donc cette exposition, à défaut d'être restée très longtemps au Musée des Arts et Métiers, elle est restée jusqu'en juillet 2020, donc on a quand même pu la voir et le public aussi. Elle est aujourd'hui itinérante, elle se promène dans plusieurs missions PATSTEC françaises. Elle a été à Dijon en premier, ensuite elle a été à Pau et à Rennes. Et elle sera bientôt, je pense, en Auvergne. Enfin, on est en pourparlers avec les régions, sachant que pour garder les posters de l'exposition, dont vous voyez pas tout derrière, hein, on s'est arrangé pour en faire des dossiers numériques avec les scénographes, et on a pu donc transmettre les fichiers numériques pour qu'ils puissent en faire une exposition à leur façon, mais en gardant quand même le propos de l'exposition de base. Alors, c'est dans ce contexte, mais ça peut-être que tu le raconteras tout à l'heure, Florent, qu'on a travaillé avec RICIT sur la numérisation d'objets dans un projet d'ANR avec Florent qui était porteur et Michel. Mais je te laisse en parler peut-être plus concrètement tout à l'heure. Et donc, on avait aussi une partie numérisation dans l'exposition qui permettait de voir des objets autrement. Donc, ces missions régionales, elles font toutes des expositions. Alors, c'est des universités pour la plupart, donc vous vous doutez que les budgets ne sont pas ceux d'un musée, mais ils arrivent à faire des expositions vraiment de qualité sur des thématiques très variées, évidemment toujours tournant autour du patrimoine scientifique et technique récent, puisque c'est l'objectif, ou l'histoire des savoirs, dans toutes ces régions. Donc je vous en ai montré quelques-uns, mais vous en avez plein d'autres sur le site PATSTEC, si vous allez les voir, puisque l'actualité est entretenue sur ces sujets.
Donc ce sont des petites expositions faites avec des moyens modestes, mais qui marchent et qui fonctionnent et qui montrent qu'on peut faire des choses parfois sans avoir 100 000 ou 200 000 euros pour une exposition. Ça, c'est moi qui fais passer un petit message là, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc cette mission, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que finalement, après 20 ans, on a créé une espèce d'expertise dans ce domaine de la connaissance des instruments scientifiques et techniques récents, grâce à ces groupes de travail, et toutes ces personnes autour de ces missions. Ce qui fait qu'ils sont souvent amenés à faire des enseignements sur le patrimoine, hein, bien sûr, pas sur la partie recherche, sur le patrimoine, dans différents masters. Ils sont demandés un peu partout. Ils sont amenés à faire des conférences, ils sont amenés à faire des formations, puisque l'université leur demande, ou les musées leur demandent, bien sûr, de diffuser auprès du public. Donc toutes sortes de publics. Et puis, de plus en plus, on est amené à aller dans des conférences européennes liées à l'instrumentation scientifique et technique, comme Artefact, comme la SIC, je ne sais pas si vous connaissez, le symposium de l'instrumentation scientifique, qui sont des institutions européennes comme Universium ou UMAC pour les universités. Et qui jusqu'à présent, il y a 20 ans, ne traitait pas du tout de cette période contemporaine. Donc aujourd'hui, tous nos chefs de projet, moi-même j'y étais souvent, on va dans ces conférences pour montrer ce que c'est que l'instrumentation de la recherche, nos méthodologies de travail, enfin ce qu'on fait au niveau régional et national. Donc, on a aussi dans cette mission été partenaire de programmes de recherche. On est venu nous chercher. Bon, la NRSI, ça c'est grâce à Florent, à Florent, pardon. Mais par contre, on a eu aussi d'autres types de programmes. On travaillait beaucoup récemment avec un programme européen que l'on a gagné avec les Grecs. Qui est un institut d'informatique important en Crète, et qui travaille beaucoup sur les métiers et les savoir-faire. Donc on a travaillé avec eux. Au sein du musée, on a travaillé plutôt avec une collection sur la verrerie, ce qui n'a rien à voir avec PatStech directement, mais la verrerie a à voir avec la partie contemporaine de notre sauvegarde de mission, sauf que là, c'était une collection déjà muséalisée. Et puis, ça se continue, puisqu'il y a un deuxième programme qui s'appelle Craft, qui continue sur ces métiers de l'artisanat. Alors, beaucoup sont grecs et crétois, bien sûr, mais il y a aussi l'Italie, il y a la Suisse et il y a la France à travers ce qu'on fait. Et puis, on a créé à l'époque, vous le trouverez dans le PatStech, dans le site, si vous voulez en savoir plus, un réseau Esther. Alors, c'est comme PatStech, hein, ça veut dire que c'est un réseau européen de sciences, de techniques, heritage pour HER, et qui correspond au fait qu'on a essayé avec des partenaires européens que sont les grands musées de sciences et techniques, le Science, notamment le Deutsche, le musée des sciences et techniques de Milan, avec qui on a vraiment, avec qui on collabore depuis 2008. On a essayé de monter, de monter des programmes européens, de répondre à des programmes européens, enfin des appels d'offres de programmes européens, poussés par notre directeur de l'époque, Serge Chambaud, que vous voyez à gauche là, à droite, pardon, et qui avait l'habitude des programmes européens, puisqu'il a travaillé beaucoup pour l'INPI à une époque et qu'il avait porté beaucoup de programmes européens sur ces sujets. Donc j'ai appris à monter un programme européen, ce que je n'avais pas fait, puisqu'on était coordinateur, et ça nous a malheureusement pas amené à le gagner. On en a monté un second avec le Deutsche Museum, qui cette fois-ci était le coordinateur. On n'a pas gagné non plus, tout ça pour défendre le patrimoine scientifique et technique contemporain, toujours, hein, avec cet axe-là, parce qu'on n'a pas trouvé un appel d'offres qui corresponde vraiment à nos besoins. Donc il fallait un peu, comme dans beaucoup de programmes européens, un peu dévier un peu les choses dans le propos. Et donc ça n'a pas fonctionné, mais par contre, on a créé un consortium qui fonctionne, lui, très bien, et qui nous amène, nous et d'autres musées européens ou universités européennes, à travailler sur ce sujet de la sauvegarde de l'instrumentation et des savoirs de cette période récente, sur lequel ces musées, bien qu'ayant des collections récentes, n'avaient pas beaucoup travaillé en menant ou en mettant au point une politique globale de sauvegarde de ce type de patrimoine. Donc,
Voilà, les Belges étaient présents aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le consortium, il y avait aussi des collègues belges, canadiens, qui n'étaient pas là pour l'appel d'offres, ils ne pouvaient pas, mais qui sont dans le consortium quand même, donc pas que européens. Et puis, voilà, donc je vous ai parlé du reste. Alors, on publie aussi, hein, on fait beaucoup de publications nationales depuis l'origine. Le look du premier site, vous voyez, c'était turquoise, c'était un peu flashy, hein, mais c'était le directeur artistique qui aimait bien les couleurs assez vives, qui est le premier livre qui raconte cette mission et qui est le premier partenariat entre le CNAM et l'Université de Nantes à l'origine. Le guide juridique, c'est parce qu'on a travaillé beaucoup avec la direction du patrimoine culturel et une directrice de recherche du CNRS pour comprendre quelle était la propriété des objets dans les universités. C'était peut-être tout bête, mais c'était essentiel pour pouvoir faire l'inventaire des objets, et on se trouvait confronté dès le départ à cette problématique, étant donné que vous savez que la plupart du temps, les contrats de recherche sont multipartenaires, hein. Pas tous, mais souvent, ou de plus en plus en tout cas, et donc il fallait résoudre d'emblée à qui appartenait quoi à propos de ces instruments scientifiques et techniques. Et puis, je suis désolée, l'image n'est pas très belle, mais on s'est posé aussi la question, vous pouvez trouver tout ça chez l'Harmattan, hein, on s'est posé beaucoup la question aussi des archives scientifiques, donc on a monté un colloque au CNAM, toujours au Musée des Arts et Métiers, sur les archives scientifiques, qui était un point tout à fait en retard, si je puis dire, dans le monde des archivistes qui ne traitaient pas beaucoup des archives scientifiques il y a 40 ans. Il y a eu très peu de collègues qui se sont mis sur ces sujets. C'était un peu un vide évident. Et donc, petit à petit, ils se sont intéressés à cette sauvegarde un peu plus ample et un peu plus politiquement mise en place au sein de la France sur ces archives scientifiques. Donc, on avait invité des chercheurs, des organismes, des professionnels, des patrimoines et des archivistes pour débattre de ce que chacun faisait de ces archives scientifiques et pourquoi il les gardait, s'il les gardait, pourquoi il les gardait pas, comment on les gardait, enfin toutes les problématiques qu'on peut retrouver autour des objets. Voilà. Et puis les deux autres ouvrages en bleu sont des ouvrages qui vous racontent tout ce que je vous dis là, mais à travers des colloques ou des séminaires de recherche. On a travaillé beaucoup avec Dominique Poulot, Catherine Ballet, qui sont des... Dominique Poulot, c'est des spécialistes de l'histoire des musées. Catherine Ballet, c'était une sociologue de la culture, et puis beaucoup d'autres partenaires, et beaucoup d'Européens. Hein. Beaucoup d'Européens. En Belgique, Robert Halleux a beaucoup participé à ces ouvrages et a beaucoup suivi la mission avec nous à une époque, parmi d'autres personnalités belges, hein, bien sûr. Et puis, voilà. Puis le dernier, c'est mon doctorat en livre, voilà. Mais qui a comme intérêt de vous raconter l'histoire de cette mission résumée dans la troisième partie de l'ouvrage. Donc, on a fêté les 20 ans. J'ai encore 2 minutes. Plus que ça. Ah, 10. Bah, c'est 10. Ah, bah, super. C'est très bien. On a fêté donc les 20 ans de cette mission en mars l'année dernière. Donc, c'était la mission nationale. Dans l'amphi Grégoire, je ne sais pas si vous connaissez l'amphithéâtre Grégoire, mais tout le monde connaît peut-être l'abbé Grégoire quand même, non? Qui a fondé le CNAM, qui a eu un rôle important, non peut-être pas, hein, pas trop. Alors voilà, c'est un personnage qui a eu un rôle très important dans la Convention pendant la Révolution en 1793 et qui a été une des personnes, enfin je vais pas tout raconter sur lui parce que c'est un personnage très important et qui avait fait beaucoup de choses, mais qui en tout cas a été un des investigateurs de la création du Conservatoire national des arts et métiers du côté de Réaumur-Sébastopol à Paris, qui est avec le Muséum national de Paris, le Louvre et le Musée des monuments français, qui sont les 4 grands musées, les vrais musées nés à la Révolution, au moment là, en 1793 ou 1794, avant qu'existent tous les petits musées ou grands musées qu'on trouve ensuite après cette période de la Révolution française. Donc le CNAM a des très belles collections. Hein, je vous invite à venir le voir à l'occasion. Hein, je fais un peu de pub au passage, mais si vous ne le connaissez pas, vous êtes les bienvenus. Je peux organiser quelque chose si vous souhaitez un jour venir le visiter en groupe. Hein, je peux encore faire des choses, même étant plus active au musée. Je continue à être pas très loin quand même. Et donc, on a fêté ces temps dans cet amphithéâtre qui est célèbre, puisque c'est là où de grands scientifiques ont beaucoup œuvré à l'époque. Voilà.
Donc voilà, donc c'était ces journées. Alors, puisque j'ai encore un petit peu de temps, je vais vous parler quand même quelques minutes de la particularité de ces objets, qu'on les trouve dans l'industrie ou qu'on les trouve dans les universités. Voilà comment... Là, c'est déjà un petit rangement dans un laboratoire. C'est un pré-rangement, pré-rangement, pas encore un inventaire, des objets. Voilà ce qu'on trouve sur le contemporain de façon un peu, je dirais, brute. Voilà, c'est dans l'IUT de Nantes. Donc ces objets, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité pour cette période? C'est que ce sont souvent des objets qui sont opaques. Ce sont souvent ce qu'on a appelé, beaucoup d'auteurs ont appelé des boîtes noires. C'est souvent peu esthétique par rapport aux objets en laiton ou en cuivre ou parfois en morceaux en partie ivoire ou en bois qu'on trouvait à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Donc les critères que l'on utilisait pour sauvegarder, apprécier ou faire comprendre ces objets sont en soi une réflexion totale, puisque c'est très difficile d'expliquer ces objets fermés. Donc il a fallu user de méthodes un peu nouvelles et de passer au-dessus des traditions, des pratiques dans le monde du patrimoine pour faire comprendre l'intérêt de ces objets. Je vais passer un peu. Voilà, ces objets, comme vous l'avez compris, on les trouve dans des lieux souvent dispersés, puisque c'est hors musée pour la majorité, dans des lieux, que ce soit dans un laboratoire industriel ou dans un laboratoire public. On ne les trouve pas dans des lieux faits pour les conserver. Ils n'ont pas provoqué un intérêt particulier il y a 20 ans, ça commence aujourd'hui. Parfois, ils sont désossés, ils sont mis à la benne. Donc ce sont des objets qui doivent être absolument suivis quand on les trouve, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut leur donner un statut. Donc en général, on effectue, comme beaucoup dans le monde de l'inventaire, un premier tri avec des critères que l'on s'est fixés depuis l'origine, qui ne sont pas très éloignés des pratiques classiques pour les critères. Mais il faut connaître surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, le fonctionnement et l'intérêt de cet objet dans le laboratoire et dans les recherches qui ont eu lieu. Alors, je vous rappelle ce que disait Christophe Pommian, que vous connaissez sûrement. Il disait, c'est une phrase qu'on emploie souvent auprès des scientifiques ou des gens qui ne sont peut-être pas habitués au monde du patrimoine, c'est que souvent un objet qui est jeté, dépecé ou réformé, il sort de son système économique quand il n'a plus d'usage. Vous savez, c'est ce qu'on fait en général dans les laboratoires, que ce soit public ou industriel. On va jeter des objets qui ne sont pas beaux, intéressants, qu'on ne veut pas garder pour une raison X, où on va les désosser, et donc ces objets vont perdre finalement leurs critères et encore plus leur usage fonctionnel habituel. Et ce que disait Christophe Pommian, parmi d'autres auteurs, c'est qu'on peut donner, si on le souhaite, une deuxième vie à cette œuvre et finalement lui apporter des critères scientifiques et historiques, le documenter, l'inventorier, le trouver intéressant pour telle ou telle raison, et lui donner finalement une deuxième vie. Et cette deuxième vie va lui faire acquérir une autre valeur d'objet, qui est la valeur patrimoniale. C'est un peu le processus de patrimonialisation dont parle Jean d'Avalon ou d'autres auteurs de façon générale. Et moi, j'ai trouvé que c'était une phrase qui était intéressante pour bien comprendre comment un objet peut passer de son non-usage vers une nouvelle vie dans le monde du patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça, finalement? À quoi ça sert? On a constitué des connaissances liées à ces matériels et recueilli des données, des savoirs choisis, non exhaustifs pour l'instant, évidemment. On a commencé à mettre en place des méthodes de protection de ces objets, c'est-à-dire certains sont protégés par les monuments historiques, par les décrets des monuments historiques qui passent dans des commissions que vous connaissez, qui sont régionales ou nationales, pour proposer une protection de certains de ces objets. Alors, évidemment, on ne garde pas tout. Les choix se font pas tout seuls, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça se fait avec des commissions de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, avec des conservateurs habilités, avec les gens de l'équipe, avec les chercheurs, avec les propriétaires.
Et c'est seulement au bout d'un certain nombre de temps, une fois que tout ça est bien documenté, qu'on peut proposer un dossier de protection. D'abord, on parle d'inscription, et en second temps d'inscription, de classement, une autre fois si l'objet en vaut la peine, mais on commence par l'inscription, et on va donner donc une protection à cet objet, puisque je vous rappelle qu'ils sont hors musée, et donc les objets hors musée, en tout cas en France, sont protégés par ces décrets et ces commissions dans le cadre des monuments historiques. Certaines collections universitaires, il y en a une aujourd'hui en France, peuvent être protégées aussi par l'appellation Musée de France qui correspond à la loi 2002 des musées français et qui permet de gérer, de garder, de conserver, de protéger une collection même hors musée. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique. Donc la conclusion, ça va. Donc ces objets finalement, depuis plus de 20 ans, concrétise une avancée, déjà un début d'avancée en tout cas, dans les objectifs qui avaient été fixés au départ par la ministre auprès du CNAM et la volonté qu'elle avait de ce qu'on puisse faire de cette mission. Et sont pour nous, c'est loin d'être fini, je vous rassure, mais sont pour nous en majorité réalisés dans les grandes lignes ou encore en développement. Donc c'est loin d'être fini parce que toutes les régions ne sont pas au même niveau d'avancement et que de toute façon on n'aura jamais fini puisqu'on travaille sur le contemporain et qu'il reste le futur. Donc on est loin d'avoir fini notre chantier. On a construit aujourd'hui, après 20-25 ans, alors qu'au début, beaucoup d'historiens et beaucoup de scientifiques étaient très inquiets par l'ampleur du travail, on a construit un cadre clair et on a construit des échanges réguliers sur beaucoup de thématiques ou de propos qui nous inquiétaient, notamment que garder des 60-70 dernières années. Je ne dis pas qu'on a tout résolu, loin de là, mais on commence à avoir un propos à peu près clair. De façon plus pratique et matérielle, on voit en France que petit à petit, les financements qui ont été donnés dans les régions qui étaient assez minimes mais qui avaient le mérite d'exister ont souvent été complétés par des financements internes à l'institution porteuse de la mission régionale. C'était un peu le deal entre nous, on donnait de l'argent mais eux aussi apportaient quelque chose, ce qui a permis d'abord de recruter des personnes, des jeunes souvent au départ, qui étaient tutélés par soit un chercheur, soit un professionnel du patrimoine à l'intérieur de la structure, mais qui aussi a permis parfois de complètement restructurer les directions ou les services à l'intérieur des structures en tenant compte des différents types de patrimoine. Jusqu'à présent, ce type d'objet ou de patrimoine n'était pas vraiment conservé dans ces universités de façon systématique, j'entends, il y a 20 ou 30 ans. Il y avait des endroits où on en conservait, puis il y en avait où on ne faisait rien du tout. Donc ça a donné envie d'avoir une politique universitaire ou muséale d'ailleurs aussi. Par exemple, le cas du Muséum d'histoire naturelle Lecoq que vous verrez bientôt. Il n'avait pas de département d'histoire des techniques au sein de son musée, ayant été porteur de mission régionale PATSTEC dans son musée. Aujourd'hui, il a construit un département d'histoire des sciences et techniques dans son petit musée. Qui justifie donc cette mission, mais qui justifie aussi tout le travail qu'il fait dans le domaine. Donc je dirais qu'on a quand même réussi à créer de l'emploi aujourd'hui. Bon, c'est modeste évidemment, mais à raison de 2 emplois au moins par région, c'est pas si mal que ça. Voilà, c'est pas si mal que ça pour des jeunes qui n'étaient pas sûrs de trouver un emploi dans le domaine. On a acquis, je pense qu'on peut le dire officiellement aujourd'hui, une expertise dans le domaine du patrimoine scientifique et technique contemporain. D'ailleurs, on travaille beaucoup en France avec l'inventaire général, qui n'a pas forcément, à part une personne, je parle de Jean Davoignot, n'a pas forcément une expertise sur l'instrumentation scientifique et technique qui sort un peu de leur champ habituel. Donc, on a construit cette expertise. Et aujourd'hui, on est apte à apporter des éléments de conseil et d'expertise dans le domaine. On peut exploiter, tout le monde peut exploiter les données de la base du site public. Vous pouvez aller sur le site et vous pouvez aller voir tout ce qui se passe, vous informer. Si vous avez des objets qui ressemblent à ceux que l'on a mis dans le site, vous pouvez faire un petit cartel, ou en tout cas commencer à faire un cartel et aller plus loin si vous le souhaitez, ou en tout cas contacter les missions régionales qui sont
dont leurs mails sont en ligne sur le site. Vous avez des fiches des différents partenaires. On a donc commencé la protection, mais ça, il faut qu'on continue, bien sûr, ça, c'est pas fini, de certains objets. Et que finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on contribue à témoigner d'une histoire de la science contemporaine et des processus d'innovation récents ou en cours, et qu'on participe par ce biais-là à l'analyse du développement économique et actuel et futur, en tout cas pour la partie innovation technologique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue. On continue à développer tous ces points, on continue à réfléchir, on continue à essayer de trouver ce qui est le plus cohérent à garder, on continue à sauvegarder, à savoir quelle mémoire il faut garder, pourquoi. Bref, on continue à réfléchir tous ensemble au niveau national. Pour finir, on va aujourd'hui faire bientôt un ouvrage des 20 ans de la mission, dans lequel chaque mission régionale aura écrit l'actualité de sa mission aujourd'hui, depuis 20 ans et aujourd'hui. Ça paraîtra dans l'édition de la documentation française que je vous ai montré tout à l'heure en début 2025. Le CNRS en France a voulu nous consacrer un numéro spécial de sa revue sur l'histoire contemporaine de la recherche sur cette mission PATSTEC. Donc vous avez le lien ici, si vous voulez aller voir. On aura le document papier en plus à partir du 3 avril, où on inaugure ça à Orsay, à Paris. Et puis, on a pour objectif de faire un manuel à l'usage des membres du réseau des professionnels du patrimoine sur cette partie particulière, donc de cette période, années 50 à aujourd'hui, de l'instrumentation contemporaine. Donc, tout ça est valable pour l'industrie, tout ça est valable pour, en tout cas, les laboratoires de l'industrie qui ont de l'instrumentation ou des savoir-faire à garder. Mais bien sûr que dans l'industrie, c'est un peu différent. Il faut adapter à chaque cas. Et là, je parle que de l'instrumentation. Je ne parle pas des produits de l'industrie plus classiques. Je reste vraiment sur l'instrumentation de la recherche. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Il y a le genre de machine aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mais je vous propose qu'on fasse la pause café maintenant. Et après la pause, on aura des exemples concrets qui